Et ce matin, nous recevons Isabelle Chamorro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la membre du gouvernement en charge notamment de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on vous invite ce matin sur notre antenne pour parler de la Journée internationale des droits des femmes. Elle se tient demain. Et vous vous associez cette année à la commune de Dimbéa pour marquer cette date qui est importante à vos yeux. Oui, alors il y a des actions qui sont menées sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Moi, je vais évoquer effectivement particulièrement les objectifs du gouvernement et de la ville de Dimbéa. Donc c'est vrai que c'est une date qui reste importante. On a créé au sein du gouvernement un secteur qui englobe de nombreux sujets, qui s'appelle donc l'égalité entre les femmes et les hommes. On y inclut également aussi la lutte contre les violences conjugales, parce qu'on m'a même posé la question me disant est-ce que ce sujet disparaît? Non, on considère que pour lutter contre les violences, il faut aussi s'occuper de cette problématique de l'égalité. On voit qu'il y a encore des différences au niveau salarial sur les mêmes fonctions. Il y a jusqu'à 20% encore de différence sur les salaires en défaveur des femmes. Il y a aussi des problèmes de représentativité. On voit aussi, je dirais même au niveau politique. Alors moi, je le connais bien au sein du gouvernement. Il n'y a que notre formation politique qui a proposé une femme au sein du gouvernement, et j'en ai parlé lors de la visite récente du ministre. Je pense qu'il est important aussi dans l'avenir institutionnel de parler de la question de la parité. Aujourd'hui, pour vous, les femmes sont sous-représentées à des postes de responsabilité, qu'ils soient politiques ou économiques? Alors, partout où la parité n'est pas obligatoire, on voit quand même qu'il y a une sous-représentativité des femmes, que ce soit, je parlais du gouvernement, mais on le voit aussi dans des instances comme le CESE, où je pense aussi qu'il y a des engagements qui ont été pris au niveau du Sénat coutumier de réfléchir à cette question, et je pense que c'est un point important. Les femmes représentent 50% de la population. Et puis après, il y a des études qui montrent aussi que si on veut favoriser l'arrivée des femmes dans certains milieux, dans certains secteurs, c'est qu'il faut aussi leur faciliter la vie sur d'autres sujets. Donc maintenant, ce qu'on voit très bien, c'est les progrès qu'il y a à faire en matière, par exemple, de mode de garde, même si les choses évoluent beaucoup au sein des couples sur la répartition des tâches et des missions de chacun. C'est vraiment sur ces leviers qu'il faut appuyer. Et nous, il y a un levier sur lequel on souhaite vraiment être actif et renforcer notre action, c'est la question de l'accès aux soins. Alors, il y a un problème global sur cette question au niveau de la Nouvelle-Calédonie, mais on voit que les femmes prennent moins soin de leur santé. Elles sont souvent plus attentives à celle de leur famille au détriment de leur propre santé, et elles ne prennent pas le temps souvent d'avoir des dépistages ou des rendez-vous réguliers. C'est vraiment sous cet angle qu'on souhaite, nous, porter cette action encore cette année. Alors justement, il y aura beaucoup d'événements demain, notamment sur la santé des femmes. Il y a encore besoin de faire de la prévention. C'est un sujet qui est mal connu ou peut-être un peu tabou sur certains aspects, ou c'est vraiment un manque de temps, ou alors on parle beaucoup de charge mentale maintenant où les femmes doivent s'occuper de la famille. Qu'est-ce qui fait finalement que les femmes prennent moins soin de leur santé que les hommes peut-être? Alors il y a différents facteurs. Il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent. Par exemple, il y a 8 fois plus de femmes au sein de la population active en Nouvelle-Calédonie, par exemple, que dans les années 60. Donc on voit qu'il y a un rythme de vie effectivement qui évolue, mais pas que. Il y a aussi des spécificités à la santé des femmes que les femmes ne connaissent pas toujours. Donc j'y reviendrai. On va aussi organiser une conférence le 11 mars sur la question de la ménopause. Et puis, il y a aussi des maladies comme les maladies cardiovasculaires qui sont, par exemple, la première cause de mortalité chez les femmes. Et quand elles se manifestent, parfois, elles n'ont même pas les mêmes symptômes que chez les hommes. Donc, c'est des choses qui peuvent aussi passer un petit peu inaperçues. Et il y a besoin d'information et peut-être même de formation, je dirais, auprès de certains professionnels pour qu'ils puissent accompagner au mieux les femmes. Donc justement, demain, il va y avoir des ateliers pour ces femmes. Alors, c'était sur inscription, c'est peut-être même déjà complet puisque ça rencontre toujours un franc succès. Vous l'aviez fait d'ailleurs l'année dernière au Mont d'Or. Concrètement, ça ressemble à quoi et ça sert à quoi? Alors déjà, on commence aujourd'hui même. C'est vrai que la journée officielle des droits des femmes, c'est à partir de demain. Mais on est à Ponériouin aujourd'hui, à la Maison de la Femme de Ponériouin, avec ce type de sujet. Donc il va y avoir des ateliers sur, par exemple, l'autonomisation au niveau économique, sur des questions de santé. Et puis aussi, on va avoir un atelier sur la gestion des émotions en situation de crise, parce que par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, ça a été des remontées qui ont été faites à la Maison de la Femme à Ponériouin. Donc eux, ils attaquent dès aujourd'hui leurs actions. Et demain, le 8 mars, nous sommes avec la mairie de Dimbéa. On avait mené une action sur la commune du Mont d'Or l'année dernière. Pour moi, c'est important que le gouvernement s'associe également aux communes, parce que c'est vraiment sur les communes et avec les maires et leurs équipes qu'on peut être au plus près des populations. Donc demain, on s'associe à une association qui s'appelle Agir pour le
le cœur des femmes. Ça existe aussi partout sur le territoire national et on a des femmes qui ont été invitées à s'inscrire sur ce parcours. Et c'est un parcours en 6 étapes. Elles vont rencontrer à la fois un médecin traitant, un gynécologue, un cardiologue. Il va y avoir un bilan de santé global qui va être fait. C'est assez rare, hein. On ne prend pas le temps de le faire et puis il faut avoir les professionnels à disposition. Et par exemple, l'année dernière, on avait une 60aine de femmes qui avaient bénéficié de ce parcours quand nous étions au Mandor. Et il y avait des femmes qui étaient dans des situations très fragiles de santé, donc certaines ont même été orientées très rapidement vers le Medipôle à l'occasion de ce diagnostic. Et on va continuer tout autour de la journée. Alors, il y aura bien sûr la ville de Dimbéa qui met en place un certain nombre d'actions et un certain nombre aussi d'activités avec une exposition, des danses, etc. Mais on va nous continuer avec la Croix-Rouge qui va apprendre à fabriquer sur place des serviettes hygiéniques lavables. Et il va y avoir aussi des associations qui vont venir donner des informations sur les sujets que j'évoquais. En fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'à chaque fois qu'on mène des actions, il n'y a pas que l'action en elle-même, il y a toujours des associations qui viennent pour expliquer, pour sensibiliser et pour informer. Alors, c'est vrai que les années précédentes, lors de ces journées internationales des droits des femmes, on parlait beaucoup des violences intrafamiliales et des violences faites aux femmes. Aujourd'hui, l'accent est mis sur d'autres sujets. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sujet des violences faites aux femmes s'est arrêté, en tout cas dans l'action du gouvernement, et qu'il n'y a plus de sujet. Oui, alors les chiffres sont toujours très inquiétants. Pendant la période qui a suivi le 13 mai, même si c'est sans comparaison, c'était un petit peu comme après le Covid, c'est-à-dire il y a une espèce de silence radio parce que les gens... malheureusement, ne peuvent moins accéder au système de soins, ne peuvent pas venir au commissariat ou en gendarmerie. Donc, on a l'impression que les choses se calment, mais en fait, c'est pas du tout le cas. C'est un silence plutôt inquiétant. Et dès que la vie a repris à peu près son cours normal, les chiffres sont revenus tels qu'on les connaissait avant. Donc, nous, on a 2 sujets, là, j'en ai déjà parlé sur votre antenne, mais je le rappelle, qui sont nos projets qui ont commencé en 2024, très importants. C'est l'ouverture du centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales. Donc là, on a 8 personnes qui sont dans ce centre, qui suivent des modules donc il y a la question de l'addictologie, parce qu'évidemment, l'alcool est un facteur aggravant dans ces situations. Mais en fait, c'est tout un module de sensibilisation, d'information pour faire comprendre à ces personnes qui en sont souvent à leurs premiers actes la gravité de la situation et que c'est important de comprendre qu'on perdra tout en s'engageant sur cette voie, à la fois sa famille, on peut perdre son emploi et on peut, dans les cas les plus graves, bien sûr, être incarcéré. Donc, il y a ce centre de prise en charge. C'est pour éviter la récidive. Et le deuxième point très important, a été l'ouverture, et on va certainement inaugurer ce dispositif dans les semaines à venir, de l'unité médico-judiciaire au Medipôle. Donc ça, c'est un petit peu technique, mais très concrètement, ça veut dire que les victimes peuvent être prises en charge. Ce n'est pas que pour les victimes de violences conjugales, c'est aussi pour les victimes de la route et d'autres faits. Peuvent être prises en charge sur place au Medipôle avec une assistance plus large, avec il y a de la prise de plainte au Medipôle, et également ça peut être une assistante médicale et sociale de nos victimes. Alors, donc ce sujet n'est pas mis de côté, mais pour moi, il a un grand lien avec la santé, parce que je considère que si on respecte son propre corps et on respecte celui de l'autre, c'est déjà le fondement de la lutte contre les violences. Alors Isabelle Chamorro, on le voit, le programme va durer tout le mois de mars. Peut-être avant de voir les autres rendez-vous, revenir sur la journée de demain avec une inauguration aussi du côté de Dimbéa. C'est un giratoire qui porte le nom d'Olympe de Gouges, qui est une femme de lettres et féministe. C'était important de rendre hommage à des personnalités comme celle-ci? Oui, alors ça, c'est un choix du maire de Dimbéa et de son équipe, et je les salue. Donc, peu de gens savent que le rond-point qui se situe à côté de la piscine eh bien, se nomme Olympe de Gouges. Il se nomme déjà Olympe de Gouges, et donc il va être inauguré de manière officielle. Alors, comme vous l'avez dit, c'est une femme de lettres, une femme politique. Alors, c'est une époque dangereuse, hein, parce qu'elle a été guillotinée pendant la Révolution, et elle était déjà très avant-gardiste, puisqu'elle avait écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne à une époque où, je le rappelle, les femmes n'avaient pas le droit de travailler sans l'autorisation, et ça a été très tardif, hein, puisque c'est dans 1965, je crois, que tout ça a changé, mais n'avaient pas leur propre argent, ne pouvaient pas posséder de biens. On ne parlait même pas à l'époque de
de droit de vote, puisque dans le système qui était celui de l'époque, ça n'était pas d'actualité. Mais en fait, c'est vraiment quelqu'un qui a une action féministe très importante à l'époque. Et ça permet aussi de rappeler tout le chemin qui a été parcouru depuis l'époque où on se préoccupait enfin des droits des femmes. Alors justement, cette déclaration a été écrite en 1791. Elle sera lue devant le giratoire. Il y a encore des points qui restent toutefois d'actualité dans cette déclaration? Alors bon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, parce que comme je le disais, c'est une époque, on ne se rappelle pas bien, mais on se dit quand même que voilà, dans les années 40, c'est le droit de vote qui a été... Alors quand on a... enfin, moi je suis plus âgée maintenant, mais je me dis, les jeunes filles qui ont 20 ans, quand elles se retournent, on se dit qu'il n'y a pas si longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de voter, n'avaient pas le droit d'avoir leur propre compte en banque. Enfin maintenant, c'est des choses qu'on n'imagine même plus qu'à une époque, ça ait pu exister, mais nos grands-mères... ont connu également cette époque. Donc, comme je le disais, maintenant, on n'en est plus à ces sujets. On en est au sujet de la lutte contre les violences, parce que moi, je considère que si on frappe quelqu'un, on ne le considère pas vraiment comme son égal. Hein. Voilà. On en est aussi dans des choses qui sont des fois un petit peu étranges, c'est-à-dire que plus les femmes s'instruisent, plus elles ont des diplômes, et on voit des fois qu'elles sont fragilisées puisqu'elles sont parfois victimes de violences, parce qu'il y a aussi, je dirais, dans certaines communautés, des problématiques de compréhension aussi, du fait que des femmes puissent travailler, puissent avoir justement leur propre autonomie. Donc oui, il y a encore beaucoup de choses à parcourir. Et on parlait beaucoup de santé également, avec le 11 mars également un deuxième rendez-vous, vous l'avez évoqué rapidement, en lien avec la ménopause. Ce sont des sujets qui peuvent parfois paraître un petit peu tabous, il faut en parler. Alors dans la même journée, on a des actions un petit peu différentes. Oui, on a dans la journée, nous allons le soir avoir une conférence qui se tiendra donc au cinéma Origine à Dimbéa. On est toujours sur la même commune. Donc avec un peu d'humour, on l'a appelé 50 nuances de chaud. La ménopause, on en parle parce qu'on a considéré... alors nous, nos sujets viennent toujours de ce qu'on peut recueillir, les remontées que nous font les femmes sur leurs problématiques de santé. Et alors que la ménopause, c'est un passage, je dirais, obligatoire et naturel de la vie d'une femme, c'est encore souvent un sujet tabou. Et on se rend compte qu'il y a un grand manque d'information, de prévention sur ces sujets. Et on considère qu'il y a à peu près 25% des femmes qui souffrent de troubles qui peuvent être sévères liés à la ménopause. Donc c'est vraiment quelque chose qui est individuel, hein, qui est intime, qui est différent d'une femme à l'autre. Et donc le 11 au soir, on propose d'en parler, c'est à partir de 17h30. On aura différents experts qui seront avec nous, que ce soit des gynécologues, endocrinologues, une sage-femme également, une diététicienne. On va aussi parler de la problématique du sport. Et je disais, on va en parler sans tabou, parce qu'on parlera aussi bien des effets de la ménopause, mais que ce soit aussi sur l'aspect psychique, sur la sexualité. Voilà, c'est des sujets dont on parle peu et puis qui concernent finalement une très grande partie de la population. Et avant cela, dans la vie de la femme, il y a aussi les premières règles. Et ça aussi, c'est un combat que vous menez auprès des collégiennes pour qu'elles aient accès notamment à tous ces moyens de protection. Oui, alors on est parti de la problématique de la précarité menstruelle. Alors la précarité menstruelle, c'est quand même de rappeler que sur un phénomène aussi qui est naturel et qui dure une grande partie de la vie de la femme, il y a certaines jeunes femmes ou femmes qui n'ont pas toujours les moyens de pouvoir s'acheter des serviettes périodiques tous les mois. On se rend compte que dans nos établissements scolaires, c'est aussi un sujet, parce que les jeunes filles peuvent, par exemple, être absentes quand elles ont leurs règles, parce qu'elles n'ont pas de quoi se protéger. Donc, on essaie d'équiper aussi nos infirmeries scolaires, mais on a monté un programme depuis 2021 qui s'appelle « Changeons les règles ». Comme je le disais, c'est quelque chose d'assez complet. Il y a des séances de sensibilisation dans les établissements. On a des outils comme un livret pédagogique. On a un film qui a été fait par les jeunes eux-mêmes. Et donc, le 11 mars, nous allons distribuer dans nos établissements scolaires à toutes nos petites élèves de 6e, que ce soit, je voudrais quand même le rappeler, dans le public et dans le privé, une petite trousse dans laquelle elles vont retrouver, alors c'est très pratique, hein, un calendrier qui leur permet de comprendre quel est le cycle des règles. C'est quand même bien pour pouvoir calculer quand on va avoir ces règles, qu'elles comprennent comment ça marche. Et elles vont avoir aussi des échantillons de protection, qu'elles puissent comprendre comment on les utilise. Et comme je le disais, le mardi 11, on va faire cette distribution, je dirais, de manière officielle. Mais ensuite, dans tous
nos collèges, ce sera distribué aux filles en 6e, mais c'est toujours avec, et ça c'est important de le dire, des modules de sensibilisation. C'est-à-dire on ne distribue pas comme ça ce type de kit sans expliquer exactement ce qu'est la puberté. Voilà. Et on le fait avec les filles et les garçons. C'est-à-dire c'est distribué aux filles, mais ce qui est important, c'est qu'il y a aussi un moment de discussion avec les garçons pour qu'en en fait, on prend toujours la sexualité ou la découverte du corps dans sa globalité. Ils sont d'ailleurs un petit peu gênés au début et puis ensuite tout ça se lève et la discussion est franche. Oui, alors moi je salue l'action des associations, puisqu'il y a à la fois les professeurs qui ont une action sur ces sujets, nos infirmières scolaires, il y aura un café des parents d'ailleurs qui sera aussi organisé par l'infirmière scolaire à Dimbéa pour que les parents puissent être associés à cette réflexion. Mais pour les garçons et pour les filles, ce qui se passe, c'est que d'abord il y a une discussion qu'avec les garçons. Ensuite, il y a une discussion avec les filles pour un petit peu préparer cette séance et puis voir un petit peu les représentations de chacun. Et ensuite, les associations, donc c'est Solidarité SIDA et CP2S qui maintenant forment une seule association, eh bien, les regroupent. Voilà, donc il y a toute une méthode quand même. On commence par des bilatérales finalement. Voilà, on commence par des bilatérales et alors nous, on aboutit. Voilà, à la différence des fois de certains temps de discussion, mais voilà, plaisanterie mise à part, c'est pour dire qu'en fait, c'est une démarche où on fait aussi attention. Nous, on s'est dit, c'est une approche bienveillante du corps et de la sexualité et de la puberté. C'est qu'on fait très attention aux représentations des élèves. Il y a aussi des représentations qui viennent d'aspects culturels, par exemple, sur le territoire. Donc, ces deux moments permettent de démêler un petit peu ces sujets et ensuite, les enfants peuvent en discuter de manière beaucoup plus libre. Rapidement, Isabelle Chamorro, pour lutter contre cette précarité menstruelle, le gouvernement agit aussi. Il y avait déjà la TGC à taux zéro et vous allez aller plus loin sur les protections pour les femmes. Oui, donc avec mon collègue Christopher Gigès, sur un mandat précédent, on avait travaillé ensemble et il avait permis que la TGC soit à 0% sur les protections périodiques. Et cette fois, il y a un travail qui va être fait sur les droits de douane. Donc là, il n'y aura plus du tout de taxes sur ces produits. Et on espère, parce que évidemment, c'est le but, je parlais de précarité, que ça fasse vraiment baisser les prix de ces protections périodiques. Alors Isabelle Chamorro, pour terminer cet entretien, peut-être revenir sur le programme, savoir au moins où on peut le retrouver et puis quels sont les grands temps forts pour le gouvernement dans ces journées internationales des droits des femmes. Donc on peut le retrouver à la fois sur Facebook parce qu'on a créé une page dédiée qui s'appelle Journée donc, des droits de la femme. Il y a un petit logo avec une petite dame bleue. Alors, je vous... Au niveau aussi de la visibilité, c'est important, c'est qu'on travaille souvent avec des artistes locaux. On a fait à chaque fois appel à des artistes pour nous accompagner sur nos événements. Et là, c'est Madame Charlotte Mollet qui nous a prêté sa créativité pour le logo, donc sur le site également du gouvernement. Je voudrais dire aussi qu'il y a le bus qui s'appelle Aller Vers. C'est important parce que le gouvernement n'est pas positionné que sur la ville de Dimbéa pour cet événement. Il y a Poney-Riouin, mais le bus Aller Vers va faire le tour de la Nouvelle-Calédonie, sur la côte ouest et la côte est également, pour parler des sujets que j'évoquais aujourd'hui. Et on retrouvera tout ça évidemment sur la page Facebook. Merci beaucoup Isabelle Chamorro. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la membre du gouvernement en charge notamment de l'égalité entre les femmes et les hommes. Une